Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 56 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on poursuit notre conversation passionnante avec Elisabeth Magro-Falcone. Si tu as écouté le premier épisode, tu as déjà eu un aperçu de la profondeur de l'authenticité d'Elisabeth. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller le faire. Le lien est dans la description. Et crois-moi, cette deuxième partie aujourd'hui, elle ne fait que monter en intensité. On va aller encore plus loin. Dans cet épisode, on va essayer d'aborder un thème. On va aborder même un thème qui va parler à beaucoup d'entre vous, les défis. Elisabeth, elle nous partage avec une très grande sincérité, avec transparence, les obstacles qu'elle a dû surmonter pour devenir la professionnelle inspirante qu'elle est aujourd'hui. Elle nous raconte comment elle a dû affronter sa vulnérabilité, comment elle a réussi à oser se montrer telle qu'elle est et comment elle a surmonté cette fameuse peur de ne pas être assez compétente, assez légitime, bref, assez elle-même. On parle aussi de ce passage du faire à l'être dont on parle dans le coaching, qui est vraiment un virage qui fait toute la différence. Et puis, on termine, on parle aussi de mon partenaire B-Coaching, et elle nous partage en fait ce que ça signifie pour elle de faire partie de cette communauté B-Coaching. Elle nous partage aussi sa vision de cet espace qui incarne vraiment des valeurs de partage et d'authenticité. Alors que tu sois toi aussi en train de bâtir ton propre chemin dans l'accompagnement ou que tu sois simplement en quête de sens, que tu sois curieux, curieuse, cet épisode, c'est vraiment une véritable source d'inspiration. Installe-toi bien, prépare-toi, ça va être un échange profond, éclairant avec Elisabeth Magro-Falcone. C'est parti! Bonne écoute. J'aimerais partir un peu du côté de tout ce qui est un peu défis, les apprentissages que l'on fait au cours de notre parcours, les rencontres, etc. Et pour commencer, quel est pour toi le plus grand défi que tu as rencontré en construisant ton identité professionnelle d'aujourd'hui et comment tu l'as surmonté, ce défi-là? Il fallait que je me montre, tu vois. Oui. Il fallait que j'ose montrer qui j'étais ou qui je suis. Et ça, voilà, moi, ça m'avait connecté à ma vulnérabilité, à la peur que me tombent des foudres, parce que forcément, ce que j'allais dire, c'était idiot, ou c'était su par tout le monde, ou pourquoi j'allais apporter quelque chose, ou enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et puis voilà, donc oui, aujourd'hui, j'ai la chance de collaborer avec Robert Dilts, mais Robert, j'ai mis 2 ans à oser lui poser une question, tu vois, parce qu'il allait voir à quel point j'étais idiote, etc., etc. Bon voilà, c'était mes montagnes. Et en fait, la première fois où j'ai osé me montrer, c'est mon premier livre, donc c'était sur la diversité, au-delà de nos différences, notre ressemblance. Et c'était, je pense, une façon de me guérir, c'est-à-dire, j'y ai mis 2 ou 3 ans quand même à l'écrire et à oser le sortir. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon ben voilà, là, je vais être la cible de maintes critiques, c'est nul, ça sert à rien, tout ça. Et puis, c'est rien passé de tel, tu vois. Il y en a Voilà, même eu d'autres derrière, je crois, en plus. oui. Mais du coup, surtout, ça m'a un petit peu beaucoup, ça a commencé à me guérir, on va dire, tu vois. C'est-à-dire voilà que réaliser que même en te montrant tel que tu es et parce que quand même quelques personnes allaient le lire, non seulement on n'allait pas te dire que c'était complètement idiot, mais au contraire qu'il y avait de la résonance et tout ça. Donc, ce qui a commencé à me guérir, c'est d'oser me montrer un peu. Mais bon, ça fait, je sais pas,
il est sorti en 2013, tu vois, donc ça fait 11 ans Mhm. maintenant. Je me suis quand même cachée. Enfin, c'est pas que je me cachais. Tu vois, j'étais dans une grosse boîte aussi, donc des codir, défendre des dossiers, tout ça, je le faisais. Mais j'étais pas. C'était plus dans le faire. C'était des mathématiques, de la physique, du contrôle de gestion, quoi. C'était pas dans l'être. Là, il s'agissait de montrer qui j'étais. Et c'était pas la même chose. Parce qu'on parlait d'authenticité, de valeur et tout. Ben ça, voilà, ça risque. Ben je m'exposais plus, quoi. Je me surexposais plus. Merci pour ce partage parce que je pense que tu mets le doigt sur une crainte que beaucoup de jeunes coachs, mais même de jeunes entrepreneurs au sens large du terme, hein, vraiment, rencontrent, à savoir cette peur de pas être apprécié pour qui tu es. Je ne suis pas en train de dire qu'on veut être aimé de tous et s'adapter. C'est simplement de se dévoiler soi et de prendre le Exactement. risque que parfois, il y a des personnes à qui on ne plaît pas et d'accepter ça. Et c'est quelque chose qui Exactement. est très compliqué pour de nombreuses personnes. Et puis, ce que tu dis, c'est que finalement, ce qui, toi, t'a permis de surmonter un petit peu ça, c'est à nouveau, c'est de passer à l'action et de te rendre compte qu'en fait, Oui. il y avait rien de si dramatique que ça. C'est ça, et finalement, c'est vraiment d'aller là où était ma peur, hein. C'est-à-dire qu'en me surexposant, ben, quelque part, je tuais la peur. Enfin, tu sais, c'est le chemin. On dit que nos plus grandes ressources arrivent juste, enfin, c'est l'autre face de nos obstacles, un des plus grands obstacles que l'on peut avoir. Et c'est exactement ça, mais ça, je l'ai conscientisé plus tard, hein. Je suis allée en plein dans la peur que j'avais, quoi. Ouais, complètement. Je m'intéresse à la préparation mentale. Et puis, dans une des choses que j'ai lues là, en début de semaine, il y avait dans les méthodes, tu vois, de gestion du stress, par exemple, une des choses à faire, c'est de voir quelle est la pire situation qui pourrait arriver. Alors, c'était plutôt dans le cadre Exactement. de sportif. Mais bah voilà, au pire des cas, je rate ma compétition. Il y a pas mort d'homme, il n'y a rien de. Oui, j'aurais Exactement. eu un échec sportif, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Enfin, et c'est un peu Exactement. l'étape que tu as passée en passant à l'action et en te rendant compte que, Oui, OK, on y va, quoi. c'est ça. C'est ça. Trop bien, super. Beaucoup dire Merci merci. pour ce beau partage. On en a parlé hein, ensemble au début de notre échange. Tu fais partie de la communauté B-Coaching. Tu es Oui, intervenu à plusieurs reprises oui. pour présenter des outils, des protocoles en lien avec la programmation neurolinguistique. En quoi le fait de faire partie de cette communauté B-Coaching, est-ce que ça influence ta pratique ou ta manière de voir le coaching? Enfin voilà, quels sont les apports de B-Coaching pour toi avec l'expérience et le parcours que tu as? Alors, je dirais que quand c'est Michael, je crois, qui m'avait contacté en premier, puis après j'ai rencontré Alexandre. C'est vraiment ce qu'ils dégagent, leur valeur, leur rayonnement, leur authenticité. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans la communauté, donc à travers ces ateliers et par rapport aux échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes. Il y a comme une fraîcheur, une spontanéité, un dynamisme, des rires, il y a quelque chose qui change par rapport, qui est différent par rapport à d'autres communautés que j'ai pu côtoyer ou que je côtoie, comme un baume, quoi, des valeurs qui sont incarnées. Les valeurs, beaucoup de personnes les citent, nous les citons. Après, il s'agit de les décliner hein, dans nos muscles, dans nos actes, de marcher ces mots quelque part. Et souvent, les associations ben, portent dans leur égrégore, hein, quelque part, la trace des personnes qui les ont initiées, mises au monde, etc., etc. Et là, j'ai trouvé un vent de fraîcheur. Voilà, il y a de belles choses qui se passent. Alors pour moi, c'est quand je vois les échanges là qui ont lieu dans le WhatsApp et tout ça, c'est il y a trop de choses, j'arrive pas à suivre et voilà, mais je vois que ça tourne et c'est beau et c'est chouette. Il y a beaucoup de générosité aussi, hein, quand on voit tous ces ateliers qui sont donnés. Voilà, donc enfin, on peut spontanément se sensibiliser à beaucoup d'outils, à beaucoup d'approches, à beaucoup d'échanges. Il suffit d'en avoir l'énergie, ce qui n'est pas une chose facile peut-être. Mais voilà, c'est ça, c'est des valeurs incarnées
dans les actes, dans les mots, j'y vois de la générosité et j'aime ça, quoi. Mm. C'est exactement ça, de la générosité, beaucoup de valeurs et puis une mise en action de ces valeurs, pas C'est ça, uniquement des mots, mais réellement des actions derrière et puis des gestes, tout ce qu'ils offrent exactement. par le biais des soirées et tout ce que les membres de la communauté offrent, hein, parce que Oui, l'idée, c'est c'est ça, c'est énorme. vraiment du donnant-donnant. Et Ouais. effectivement, c'est très, très actif. Tu parles du groupe WhatsApp où il y a plus de 500 membres, je crois, sur le groupe WhatsApp. C'est fou, Il hein? y a la plateforme qui a été mise en place qui Oui, fonctionne aussi. Enfin voilà, c'est vrai que c'est une très belle communauté, très active pour le oui. coup. Et justement, à travers cette communauté, on découvre, c'est aussi l'occasion, hein, pour des personnes qui ont moins d'expérience, qui découvrent le monde du coaching ou de l'accompagnement, parce qu'il y a des superviseurs, il y a des formateurs. Et ça permet en fait à chacun de pouvoir découvrir un certain nombre d'outils, parce qu'il y a Oui. vraiment énormément, énormément de ressources différentes qui existent pour accompagner l'être humain. Et puis, au sein de B-Coaching, ça permet justement de pouvoir en découvrir un certain nombre. Oui. Pour toi, quelles sont peut-être une ou plusieurs, hein, à ta guise, ressources qui ont vraiment eu un impact sur toi? Et s'il y en avait une, peut-être un peu originale, que tu recommanderais, ce serait laquelle? Alors forcément, hein, ça fait partie de la petite histoire et de ma légende personnelle, mais je vous l'avais dit, hein, moi au début c'était la PNL, moi jamais. Quand Et là, merci la vie, parce que la vie te prend au mot, mais de façon parfois, et je l'ai partagé avec Robert Dill, ça c'est vraiment quelque chose que... donc je te dirais, ben voilà, du moi jamais à quand je suis tombée dans la marmite, je dis waouh, et j'en suis pas sortie. Donc la PNL, hein, et d'autant plus, alors ça c'est mon besoin, hein, c'est un domaine. Alors pour moi, la PNL, ce ne sont pas des outils, c'est une philosophie de vie. Si on réfléchit bien, c'est de la modélisation à la base. Donc tout est PNL. Tout ce que nous pouvons faire est PNL. Et c'est un champ qui est en recherche et en développement permanent. Pour la petite histoire, en 2025, c'est les 50 ans de NLPU à Santa Cruz et va être lancée là la PNL de quatrième génération, générative de quatrième génération. Donc pour dire à quel point il y a des personnes qui s'investissent toujours dans ce champ. Donc, mon conseil par rapport à ça, c'est que ce soit qu'il s'agisse de PNL, d'analyse transactionnelle ou d'autres choses, de choisir une approche au-delà d'un outil et d'y aller à fond. On ne peut pas, je pense, en tant que coach, survoler tout un ensemble d'outils et ne pas en approfondir un. C'est vraiment ce qui m'avait été demandé à ma première formation de coaching en 2002-2003, hein, et j'ai compris ensuite pourquoi. Parce que vraiment, ça nous permet déjà de travailler sur nous, de nous comprendre et potentiellement de nous transformer en profondeur. Et ensuite, bien sûr, qu'on n'arrête jamais dans l'idéal de se former à des tas d'outils, à des tas d'autres approches, mais choisir un domaine, quel qu'il soit, et y aller à fond. Et pour moi, ce qui me passionne aujourd'hui, on sait aujourd'hui, par exemple, que le corps, c'est avant la tête. Et Judith Delosier, hein, qui a été l'épouse de John Grinder à un moment donné et une des principales développeurs de la PNL aussi, qui doit avoir dans les 80 ans aujourd'hui, nous dit, dès le début de la PNL, je pensais que le corps n'était pas assez présent. Et il a fallu attendre les années 95, ouais, la deuxième partie des années 90, pour que le corps soit vraiment mis à l'honneur. Et aujourd'hui, c'est ça. Ce sont les approches somatiques, les approches d'embodiment. Il y a une grande dame aussi, pardon, son nom m'échappe, Wendy Palmer, qui est décédée il y a 2 ans, qui, à partir d'une base d'aïkido, a développé une approche par le corps, hein. Et c'est impressionnant à quel point, par de simples mouvements, on peut arriver à débloquer des situations. C'est-à-dire que la personne est déconnectée de son cognitif quelque part, de son ego aussi, de peut-être, enfin, de l'ego dans le sens où parfois la tête va te dire non, je veux pas ou non, j'y arriverai pas. Enfin voilà, le mental prend le pilotage ou en gros, en fait, par des petits exercices ludiques, on arrive très bien à avoir des prises de conscience et à débloquer des situations. Donc voilà, je dirais qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est autour de l'embodiment, du somatique, m'intéresse particulièrement.
Et puis après, bien sûr, qu'il y a des tas de choses qui sont à partir de cartes, à partir de design thinking, à partir, voilà, des approches plus créatives, ludiques. Euh, Passer par la joie, passer par le ludique, voilà, déconnecter. Puis tu vois, c'est comme en PNL, des ateliers, oui, des protocoles, oui, mais en bougeant, en se levant, en écrivant, en dessinant, enfin bon, tout ça, quoi. Tout ce Être qui génère actif de la joie, pardon. et prendre du plaisir. Exactement, Ah ouais, ouais. tout à fait. Tout à fait. Là, ce que je retiens aussi dans ta réponse, c'est ce côté, bah voilà, de pas forcément s'éparpiller, mais de choisir quelque Ah, chose et d'aller oui, jusqu'au bout, quoi. Réussir oui. à s'approprier et aller jusqu'au bout de l'outil, quoi. Et je dirais, enfin moi aussi j'ai tendance, j'ai besoin de me former à des tas de trucs. L'éparpillement, j'ai lutté contre à un moment donné, et parfois je me l'autorise, mais je sens quand il faut que je reste focus, par exemple. Je dirais peut-être surtout au début comment dire, d'un apprentissage en coaching, parce que du coup là, c'est peut-être psychologique, mais peut-être qu'on se donne plus facilement le temps d'y passer des années. C'est psychologique, hein, parce qu'après, on se rend compte avec le temps qu'au contraire, on va continuer à s'investir ou autre. Mais prendre ce temps pour approfondir vraiment un champ en fonction de notre sensibilité, hein. Moi, à l'école de coaching où j'étais, le formateur m'avait dit, bon, à côté du coaching, il faudra approfondir un outil. Ici, on fait de la PNL. Et c'est à lui que j'avais répondu, ben moi, la PNL, jamais. Et donc, il a été très fin. Il m'a dit, ben OK, dans ce cas, il faudra aller voir ailleurs, analyse transactionnelle ou autre chose. Et c'est pour ça que j'ai fini chez lui en PNL, quoi. Entre autres. Enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, choisir une voie et vraiment y aller à fond. Ouais, je comprends. Je comprends. Très bon conseil, merci. Est-ce que dans ton parcours, j'imagine que tu rencontres aussi ben, des jeunes coachs ou des personnes qui se lancent dans l'accompagnement. Oui. Quelle est l'erreur que tu remarques le plus et que tu pourrais, et pour laquelle tu pourrais donner un conseil pour essayer de l'éviter, entre guillemets? Euh, Alors, je ne sais pas s'il est possible de l'éviter, mais en tout cas, et j'en vois beaucoup en supervision, c'est cette espèce de boulimie d'outils et de s'auto-former. C'est-à-dire, je prends un bouquin, je me forme, je sais faire. C'est pas aussi évident que ça. Il y a quand même des zones d'ombre qui sont là. En expérimentant, il y a des choses qui peuvent émerger. Il y a aussi le fait que dans ce processus miroir, être confronté à une autre personne, ça apporte beaucoup. Même là, dans notre échange, hein, je peux avoir des prises de conscience que je n'avais pas eu encore forcément. Donc, je dirais que voilà, pour ma part, c'est ça surtout que je rencontre une boulimie d'outils et de faire. Alors, je ne sais pas si on peut l'éviter, ça me paraît plutôt un passage obligatoire, mais en tout cas, parallèlement à ça, mettre en place un process pour travailler sur soi en profondeur et basculer le plus vite possible, après c'est relatif à chacun, hein, du faire à l'être. Tu vois, ce Mhm. switch, en gros, on parlait des niveaux logiques tout à l'heure. Les trois premiers niveaux, l'environnement, les comportements, les capacités, c'est du faire. Les trois suivants, les valeurs, les croyances, l'identité, puis ceux qui montent au niveau de la vision, là, on est dans l'être. Donc, monter le plus vite possible dans la posture et peut-être, c'est un corollaire, développer ses capacités d'écoute. Là aussi, quand j'étais en formation, j'avais demandé à mon formateur, mais toi, tous ces outils, tu les utilises toujours? Et il m'avait dit, et l'écoute, c'est quoi? Alors là, je me suis dit, il est gonflé, quoi. Il nous donne des tas d'outils. Et au final, il me dit l'écoute. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Lâcher, tu vois, tout ce qu'on disait au début, là, lâcher tous ces outils et être dans la présence et dans l'écoute. Donc voilà, et le somatique, hein, quand j'en ai à l'esprit qui ont des pratiques d'aïkido ou d'arts martiaux, de méditation, de yoga, toutes ces approches nous centrent beaucoup plus dans notre présence, dans notre être, et aident à ça, je pense. J'ai l'impression que c'est un conseil qui est souvent donné hein, par
les personnes avec qui j'ai pu échanger et qui ont un peu plus de background que des personnes qui sont sorties de formation il y a 1 an ou 2, il y a souvent ce côté de se dire, mais privilégier vraiment le travail sur l'écoute parce que c'est finalement, entre guillemets, l'outil principal et c'est ce qui va faire Oui. la différence. Et ce que Mm. j'entends du côté des jeunes coachs ou des personnes qui sortent récemment, je dirais, Mhm. c'est ce côté, on n'arrive pas encore à comprendre pourquoi on fait une formation s'il y a juste besoin d'écouter. Tu vois, il y a une sorte de conflit interne Ah où oui. la difficulté que c'est d'apprendre à écouter. Ah mais Tu vois. oui. Et donc, voilà, j'insiste beaucoup sur ta réponse parce que bah, je suis convaincu du fait que Ah oui. c'est l'outil principal. Je suis convaincu que c'est très rare d'avoir quelqu'un qui est 100% à ton écoute, comme Ah tu mais peux oui. l'avoir dans un accompagnement. Et que Ah par mais conséquent, oui. bah oui, il y a besoin de se former pour le faire. Mais, Ah euh, oui. mais voilà, il y a vraiment tu vois, cette ambiguïté et puis ce paradoxe interne de se dire, mais pourquoi je vais me former et apprendre des Oui. outils si le seul outil, je l'ai déjà, quoi, quelque part, Oui, c'est alors ça. qu'il y a toutes les techniques et Oui. la mise à dispo. Peut-être juste pour illustrer, tu vois, moi, ce que je mets derrière écoute, c'est entendre au-delà des mots. Dans un échange, quand la connexion est là, quand la relation est là et quand une question est posée, il n'y a même pas besoin de beaucoup de mots. Si tu es face à une personne qui a cette qualité de présence, qui va être là pour t'écouter toi et pas avec cette petite musique, ah oui, c'est comme moi, ou vraiment à se préparer à répondre. Et ça, c'est tellement rare. Ouais, Ouais, puis je crois que tant qu'on ne l'a pas expérimenté et vécu, on s'en rend pas compte, en fait, c'est tu ça. vois, de Je suis cette d'accord. rareté et de cette disposition, enfin, cette disponibilité entière, en fait, de l'autre, tu vois, quand tu C'est discutes. ça. Ouais. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce 56e épisode de On a Mind. Cette disponibilité entière, le fait d'être écouté réellement à 100% par quelqu'un, vraiment quelque chose d'assez exceptionnel que je t'invite bien sûr à pratiquer dans tes accompagnements, mais que je t'invite aussi à te questionner quand toi, tu es en train de discuter avec quelqu'un, même en dehors de l'accompagnement et des séances de coaching, simplement réceptionner l'information et ne pas penser à cette petite voix qui te dit « Ah mais moi aussi j'ai ça, ah mais tiens je fais le lien, etc. etc. » Bref, en tout cas, j'espère que cet échange avec Elisabeth Magro-Falcon t'a inspiré autant que moi. On a exploré les défis auxquels font face les jeunes coachs de manière générale et même, je dirais, plus largement les jeunes entrepreneurs et entrepreneurs. La peur de se montrer, la boulimie d'outils, toujours plus, toujours plus, toujours plus, le passage du faire à l'être et bien sûr, ce fameux syndrome de l'imposteur. Des obstacles, bien sûr, des obstacles, oui, mais aussi des étapes incontournables sur le chemin finalement vers une pratique qui soit le plus authentique et la plus épanouissante possible. Alors, si toi aussi tu te reconnais dans ces défis, retiens bien les précieux conseils d'Elisabeth, oser t'exposer, te concentrer sur l'essentiel, prendre le temps d'être pleinement présent avec tes clients et surtout, faire de chaque obstacle une opportunité de croissance. Dans le prochain épisode, la semaine prochaine, on va continuer notre exploration, notre voyage avec Elisabeth et on va aborder un sujet qui est tout aussi passionnant que celui d'aujourd'hui. Comment on fait pour jongler entre entrepreneuriat et accompagnement? Comment elle fait pour jongler entre entrepreneuriat et accompagnement? Elle va nous partager les astuces qu'elle a essayé de développer pour garder l'équilibre ou en tout cas qu'elle a essayé de mettre en place. Et si tu te demandes toi comment tu peux concilier la passion, la gestion, on va parler de comptabilité, ne rate pas la suite. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Partage-le au maximum autour de toi, ça aide énormément à faire connaître l'émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi. À très vite. Ciao, ciao.